Que dire de promesses faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa deuxième mandature, des promesses en ce qui concerne le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission kiosque. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui vous donnera également des réponses sur notamment le grand progrès enregistré en ce qui concerne les financements des infrastructures en RDC. Je ne suis pas seul pour aborder toutes ces questions. Nous recevons les invités de tout le jour. Je m'en vais déjà présenter. Monsieur Faustin, bienvenue à vous. Merci. La nouvelle année 2025, ça se passe bien. On commence, on est là, fidèle au poste. Très bien. Gardidiana, bienvenue. Merci Guichungu. Ça se passe bien également de votre côté. Ça marche. Dieudonné, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça se passe bien. Ça roule comme c'est des roulettes. Très bien. Et on finit avec Amédée, bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Amédée, puisque vous êtes le dernier à prendre la parole. Le chef de l'État a promis, je l'ai dit, un cocktail de promesses, je dois le dire ainsi, par rapport à sa deuxième mandature, notamment en ce qui concerne les secteurs des infrastructures en RDC. Pouvez-vous nous rappeler un tout petit peu ces grandes promesses? Bon, oui, c'est vrai que dans son discours sur l'état de la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République a beaucoup mis l'accent sur l'agriculture. Et parlant de l'agriculture, il a promis, en tout cas, il a fait une promesse, ce qui est apparu comme la promesse phare, c'est parvenir à réhabiliter ou construire 38 000 km de routes de desserte agricole, juste pour l'année 2025, et 11 000 km de routes provinciales, juste pour l'année 2025. Mais pour les restes du quinquennat, le président a promis également de... Parce qu'au fait, la RDC, Dieu nous a bénis avec le fleuve et ses affluents, les lacs et autres. Donc, il y a 25 000 km des voies navigables que le président de la République s'engage à baliser d'abord et à permettre à ce qu'il puisse y avoir un dragage régulier de manière à ce que la navigation puisse être permanente, régulière sur toute la saison. Est-ce que la loi de finances 2024 a tenu compte de cet aspect de choses? Combien exactement, c'est la question, ont été affectés pour répondre à ces promesses faites par le chef de l'État? À l'année qui vient de s'achever ici, il y a un certain nombre de programmes qui ont été lancés en dehors du budget. C'est par après qu'il y a eu des ajustements pour les intégrer dans le budget. On parle du programme de 100 jours qui a continué par la suite. On parle de Style Gelou, on parle de Kinshasa Zéretrou, et même le grand programme, et même les programmes des PEDEL 145 territoires. On parle des ajustements avec le contrat chinois, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut, ça dit quand on parle de deux infrastructures, en les limitant juste au budget, moi j'estime qu'on risque d'arriver à une analyse un peu biaisée. Il y a un effort qui est fait, mais le plus important chez nous, c'est que l'effort n'était pas porté par le budget. Non, le plus important chez nous, c'est que, vous savez, il y a une certaine disparité dans les investissements en infrastructure. Il faut qu'il y ait une certaine coordination. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faudrait pas que notre gouvernement s'investisse dans des projets tape-l'œil. C'est-à-dire quand il y a une urgence, on injecte des fonds sans qu'on sache exactement sur quoi on a tiré ces fonds-là. Parce que vous vous rappelez encore, dans le budget de l'État, ceux qui ont l'habitude de lire les chiffres dans le budget de l'État, il y a une rubrique très importante de ressources extérieures. Et la plupart des ressources extérieures, ce sont des programmes qu'on négocie avec les partenaires extérieurs. Et généralement, ces programmes, ils sont... Parce que quand on parle d'infrastructure, il ne faut pas seulement voir les routes, il y a plusieurs. Il y a des écoles, il y a des centres de santé, ainsi de suite. Et la plupart des partenaires extérieurs, surtout qu'on a eu l'avantage, depuis 3 ans, on a un programme avec le Fonds monétaire international, ce qui nous a ouvert la voie à d'autres ressources supplémentaires. Mais, comme je l'ai dit, dans le budget 2025, on sent que le gouvernement a pris l'option de consacrer, je crois, 48% aux investissements. Ça, c'est déjà énorme. Les investissements, maintenant, il faudrait... Ils sont divers. Ils sont divers. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle d'infrastructure, d'abord, il faut circonscrire le cadre. Et quand on est dans les budgets, il faut savoir que dans les budgets, s'il y a des infrastructures qui sont financées sur le budget de l'État, il faut d'abord faire la part des différents entre ceux qui sont financés sur les ressources propres et ceux qui sont financés sur les ressources extérieures. Maintenant, par rapport à votre question sur le FONER. Parlons du réseau d'abord. Du réseau routier.
Bon, ouais, tout le monde... Qui n'a rien à voir avec le FONER, justement. Tout le monde est d'avis. Tout le monde est d'avis. Évidemment, quand on parle des réseaux routiers, pour les communs des mortels, on voit directement le FONER. Ah ouais. Bon, tout le monde est d'avis. Nous tous, on sait que notre réseau routier, c'est celui qu'on a hérité de la colonisation. C'est à peu près 150 km. 157. Entre 552, ce sont des approximations, évidemment. Ouais. C'est entre 150 et 155 000 km. Ouais. Mais qui se trouve malheureusement dans un état de délabrement très avancé. Évalué à combien de pourcents à peu près, selon vous? Évidemment, on peut aller même au-delà de 90%. De 90%. C'est qu'aujourd'hui, on a des routes qu'il faut pratiquement reconstruire, même pas réhabiliter. Et ce travail-là, c'est un travail de longue haleine qui exige des investissements colossaux. Il y a des estimations qui ont été faites, parce que rien que pour réhabiliter, ne serait-ce que des routes récupérables, ce n'est pas moins de 700 millions de dollars. Et 700 millions de dollars, on va les financer sur quoi? Sur le budget de l'État, où on va, une fois de plus, taper à gauche et à droite vers des partenaires. Mais comment expliquez-vous le fait qu'il y a des avancées enregistrées, mais vous parlez de 90%, plus de 90%? Non, des avancées. Ce réseau non, des avancées, il y en a. Des avancées, il y en a. Vous savez les avancées, quand les fossés. Vous les mettez dans les 10% qui restent. Quand le fossé est si important, même si vous faites un effort de vous en sortir, tant que vous n'avez pas encore atteint la cime, vous avez l'impression de n'avoir encore rien fait. Évidemment, on est dans la logique d'un verre à moitié plein, à moitié vide, ainsi de suite. Tout dépend de la perception. En matière d'infrastructure, il faut généralement faire la part des choses. Il y a des infrastructures qui sont financées sur le budget de l'État et d'autres qui sont financées par des ressources extérieures. Il faut reconnaître avec moi que depuis 2002 pratiquement, avec la reprise de la coopération avec des partenaires extérieurs, il y a un grand effort qui a été fait. Vous vous rappelez, quand on a repris en 2002, avec la Banque mondiale et le FMI, il y a un fameux programme qui a été lancé, le PMI, Programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction. C'est un programme qui a jeté les bases pour la réhabilitation des infrastructures. Malheureusement, ça n'a pas suivi avec la... Évidemment, chez nous, je me rappelle quand je couvrais cette affaire de la Banque mondiale, il y a une agence d'exécution qui a été créée, l'ICOP. Vous savez que l'ICOP, il y a la Banque mondiale qui a financé la route Kisangani-Beni. Mais évidemment, le financement, ce n'était pas que non, on arrive jusqu'à asphalter la route, non. C'était les rendre praticables. Mais aujourd'hui, il y a des millions de dollars qui ont été injectés sur cette route. Moi, j'ai eu à les fréquenter une fois, je me suis arrêté à Mambasa. Juste après la réhabilitation, quand on faisait des inspections avec l'ICOP, qui fonctionnait sur fond de la Banque mondiale. On pouvait aller même de Kisangani jusqu'à Beni, mais en terre battue. Mais évidemment, ce qui a faussé, c'est l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous empruntez cette route Kisangani, vous ne savez même pas arriver à Bafansende. C'est impraticable. Vous ne savez même pas progresser jusqu'à Beni et ainsi de suite. Mais les gens oublient qu'il y a des millions de dollars qui ont été injectés là-bas. C'est pourquoi, en matière d'infrastructure, c'est aussi un problème de civisme. De civisme par rapport aux usagers et de civisme par rapport à l'État qui investit des fonds. Je vais rentrer dans 2024 parce qu'on doit faire une sorte de retro. Ce qui a été prévu, est-ce qu'il y a eu avec le 3 milliards ou plus de 3 milliards des avancées, de progrès significatifs? Oui, il y a eu dans les secteurs des infrastructures. Oui, il y a eu des avancées significatives et il faut l'avouer. Quand je regarde par exemple les travaux qui s'effectuent sur les terrains, parce que Amédée l'a dit en inflairant un peu la question, le président de la République Félix Tshisekedi, non seulement lors de son discours sur l'état de la nation, mais lors de son premier discours, quand il a inauguré le deuxième quinquennat, il avait promis de relier l'ouest et l'est de la République démocratique du Congo. Il nous reste, je pense, un millier de kilomètres pour que cette route soit accessible de l'est à l'ouest. Je pense faire passer un budget d'investissement, plus précisément alloué aux infrastructures de 3 milliards à 7,1 milliards de dollars américains. C'est beaucoup, c'est immense, mais nous plaidons pour que ces fonds soient réellement destinés au développement des infrastructures. Mais est-ce que ça sera le cas dans il ne faut pas que plus de 50% soient consommés, par exemple, dans l'entretien des matériels, l'acquisition des matériels, les paiements des primes colossales, des salaires
et puis une partie... Est-ce qu'il y a aussi un problème d'affectation de fonds qui se pose dans les secteurs des infrastructures? Oui, il se pose un sérieux problème d'affectation des fonds. Vous trouvez certaines provinces qui sont un peu très nanties par rapport aux autres, qui bénéficient plus des travaux d'infrastructures que d'autres. Et pourtant, Kinshasa, le Haut-Katanga, le Lualaba ne constituent pas à elles seules les Congo. Les Congo, c'est aussi la Chouapa, c'est aussi la province de Maïndombe, c'est aussi dans le Lomami. Il faut construire des infrastructures routières partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour permettre aux 26 provinces de s'intégrer, de se relier entre elles et booster le développement économique. Alors Amédée, moi j'aimerais vous poser une question en remontant un peu les années. Il y a une période où le FONER était présenté comme une structure presque indispensable et qui apportait suffisamment main forte au gouvernement congolais. Aujourd'hui, on parle du FONER mais avec un regard un peu différent. Est-ce que 2024, vous avez senti le FONER dans cet appui, cet accompagnement du gouvernement, en tout cas en ce qui concerne les infrastructures routières? J'aimerais d'abord revenir sur la question qui est pour moi fondamentale de financement des infrastructures. Moi, je pense que, et je l'ai dit sans peur d'être contredit ici par les confrères, c'est que nous devons aller au-delà, justement, du budget pour pouvoir s'attaquer à un volet aussi important comme celui des infrastructures, comme celui des routes. En fait, quand on fait une analyse de tous ces grands problèmes qu'a la RDC, moi je me dis, effectivement, avec le budget, nous ne pouvons pas parvenir à avoir des résultats escomptés. Dans quelle mesure? Vous savez, je l'ai toujours dit ici que pour que notre pays puisse faire un saut de géant, comme j'aime le dire, il doit nécessairement financer les 60 milliards de dollars destinés aux 58 000 km de routes d'intérêt national. 60 milliards de dollars, juste pour les routes. Mais comment les trouver, ces 60 milliards? Ce n'est pas avec les budgets de 17 milliards ou 18 milliards que vous pouvez parvenir à réunir un tel montant. Donc, on risque, si on regarde sur les budgets, mais on risque de faire 50 ans, tout un siècle. Il faut faire la main tendue. Donc, il faut des innovations. Il faut des mécanismes, il faut imaginer des mécanismes innovants pour financer les routes et d'autres infrastructures. Certains parlent même de taxes. Mais justement, et il existe toute une panoplie de mécanismes. Il y a d'abord le partenariat public-privé. Il y a des mécanismes activés déjà. Oui, il y a pour certaines routes, oui. Il y a même un concept qui est en vogue, le financement innovant. Voilà. Donc, pour moi, j'aimerais qu'il faudrait que le gouvernement puisse intégrer cela. C'est qu'il faudrait, par exemple, permettre à des structures comme le FONER, le Fonds d'entretien routier, de pouvoir muter, de ne pas rester seulement dans son carcan dans lequel il a été créé, celui d'entretien des routes, mais s'il peut aller à la réhabilitation, à la construction, mais c'est parce que la tâche, je veux dire, la centralisation du travail. Voilà, la tâche est tellement énorme que toutes les structures que l'État, le gouvernement ou le pouvoir public a mises en place ne peuvent pas arriver, en tout cas dans les modèles actuels, à pouvoir produire des résultats. C'est ce qui justifie le fait que, ici on a parlé que tous les tracés qu'on a à ce qui concerne des routes, plus de 152 000, mais quand vous regardez l'Office des routes qui a au moins centralisé 58 000 km de routes, mais c'est énorme. Mais comment parvenir? Mais jusque-là, la réalité, c'est que nous n'avons que 3 000 km de routes asphaltées, dont la plupart aussi sont déjà défoncées parce que l'entretien ne suit pas et tout. Donc moi, je pense que si le gouvernement est ouvert, il est ouvert surtout aux innovations, aux réformes, ça permettrait à ce qu'on puisse permettre à des institutions comme le FONER de se muer à une véritable agence qui finance la construction. On a comme l'impression que vous parlez du FONER d'hier. La capacité de mobilisation du FONER aujourd'hui ne permet pas cet aspect de choses.
par rapport à la tâche qui lui est confiée. C'est justement ça. On a parlé ici, on a 152 000 km de routes. C'est vrai, il y a des routes d'intérêt national, d'intérêt provincial et autres. Et tout pour chaque niveau, il y a une institution qui est là. Il y a l'Office des routes qui est là pour les routes d'intérêt national. Il y a l'OVD pour les routes d'intérêt provincial et autres. Il y a l'OVDA pour les routes des dessertes agricoles qui doivent faire en principe non seulement le monitoring de toutes ces routes pour parvenir à réhabiliter, soit construire et tout, mais toutes ces institutions ne sont pas dotées des fonds adéquats pour pouvoir réagir. Vous savez, quand Amédée évoque cette question, je vois que l'État agit paradoxalement lui-même. Je donne un exemple. Quand il part, par exemple, d'aller chercher d'autres ressources d'investissement, l'année 2024, le FONER a fait ce qu'eux appellent formellement les avances au trésor public d'ordre de 80 millions de dollars américains. Donc 15 millions pour des projets spéciaux, notamment Tile et Gelou, ABM et d'autres projets, mais également 33 millions 500 000 dollars américains pour le projet de désenclavement de Kanlouka. Il dit que c'est de l'argent ponctionné dans le FONER. Pourtant, ce FONER-là n'a un budget qui tourne autour de 150 millions de dollars américains. Qui n'a pas évolué. Qui n'a pas évolué. 2024. Cette année, je crois qu'il a mobilisé à peine. 2024, il a mobilisé à peine 114 millions pour des raisons. Sur combien qui était prévu? Sur 210 millions de dollars américains à peine assignés au niveau 114. du Parlement. Oui. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que le Parlement s'est reposé d'abord sur le créance du FONER d'ordre de 40 millions près des pétroliers, qui n'a pas été payé, mais également on comptait sur le retour de la redevance qui a été réduit après le Covid, qui était à hauteur, je crois, de 5 $, qui aujourd'hui est à moins que ça. Ça veut dire qu'en occasion des manques à gagner... C'était de 100 $ et c'est descendu jusqu'à 5 $. Ça, c'est encore loin. 100 $, 5 $, mais maintenant, c'est moins de 5 $. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, non, c'est pas moins de 5 $ parce qu'on a ramené à 10 $, mais c'est pas encore applicable, pas encore très applicable. Donc, maintenant, la question, c'est, on ponctionne dans une entreprise comme ça 80 millions de dollars américains, mais on va encore toucher à sa capacité de mobilisation parce qu'il faut rappeler que le FONER fonctionne avec un déficit de près de 592 millions de dollars américains. S'il faut prendre que l'entretien de routes d'intérêt provincial et national, sous la gestion de l'OVD, on parle de à peu près 55 000 km². Mais l'État congolais, quand il va dans les mesures de dégraissement pour satisfaire le pétrolier, va fonctionner dans l'argent du FONER. Et ce FONER-là qui se retrouve en déficit pour de besoins qui dépassent. Là, je trouve encore plus grave. Le même FONER a trouvé un peu on dirait, dans les ressources innovantes. Le FONER décide d'utiliser le levier du partenariat public pour aller mobiliser des fonds en termes de prêts avec BFI Bank. On a presque vilipendé le FONER ici. Combler le gap. Pour combler ce gap-là et répondre 500 aux millions besoins. de dollars. C'est là où je vais dire... C'est ce qui est paradoxal. C'est ce qui est paradoxal dans l'action du gouvernement. Et pour moi, c'est symptomatique à la complication qu'on a ici sur les questions de la gestion des infrastructures, notamment rien que dans le volet entretien. Si l'État congolais va avoir des résultats, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les politiques publiques mises en place, surtout en ce qui concerne les infrastructures, parce que, on l'a dit, ce sont des éléments essentiels du développement. Donc dans le fond, vous comprenez que ce FONER-là arrive à faire des résultats dans un contexte très difficile. Dans un contexte pareil... Et on a eu quand même ces résultats pour 2024. Justement, sur l'assignation de 210 millions, le FONER a quand même mobilisé 114 millions de dollars américains, dont 85 a été orienté, mais exclusivement en forme de prêt, d'avance au trésor public, parce que le trésor est allé dans des projets spéciaux qui n'étaient pas budgétisés et a décidé de ponctionner dans le FONER. Et là, encore une fois de plus, puisque vous lui donnez des tâches qui occasionnent les dépassements de fonctions, la meilleure des choses à faire, c'est décentraliser le travail. Laisser au FONER la gestion de questions. Ça donne l'impression de voir une structure qui est en train d'être mal utilisée par le gouvernement. Bon, par rapport à tout ce que les amis ont développé tout à l'heure, moi j'aime souvent, avant d'aborder une question, essayer un peu de contextualiser. Le FONER est créé en quelle année? En 2008. Vous vous rappelez qu'en 2008, Kabila a été élu président, je crois, en 2006. 2006. Ouais. 2006. Il a un programme, je crois que c'est la révolution. Les 5 chantiers, voilà. Entre autres, il y a les infrastructures, l'énergie, qui font principalement les infrastructures. Les infrastructures routières. Oui. Face à lui, il y a un défi. Où trouver les ressources? Il va frapper à la porte du bailleur de fonds qui lui pose des conditionnalités. Le gars, il est coincé, il est dos au mur. Il se tourne vers les Chinois. Il signe le contrat chinois
des trocs entre mines et infrastructures. C'est dans ces contextes-là qu'on crée les FONER. Parce qu'on a en tête que non, on vient de conclure avec les Chinois, ils vont construire des routes. Et ces routes-là, il faut les entretenir. Et il faut une structure pour les entretenir. On crée les FONER. C'est que dans la création du FONER, c'était pas que les FONER vont commencer à vous construire la réhabiliter des routes. Non. Entretenir seulement. On s'est dit non, parce que celles-là vont nous amener des routes. Par rapport à ceux qui vont construire et par rapport à ceux qui existent déjà, on met en place une structure qui va les entretenir. Mais après, on se rend compte que, mais évidemment, vous savez, avec les contrats chinois, on n'a pas commencé à les exécuter du jour au lendemain. On a connu des problèmes avec le Fonds monétaire international. Il y a eu des années de flottement. Entre-temps, les FONER fonctionnaient. Parce qu'il faut vous rappeler au départ, les FONER, c'était comme une vache à lait. Et c'était même pas affilié au ministère des Infrastructures. C'était affilié à la présidence. La présidence de la République. C'était en fait un fonds financier. Un fonds financier qu'on a mis en place pour réhabiliter les routes. Mais entre-temps, on s'attendait à ce que les Chinois construisent des routes qu'on devait réhabiliter. Or, ces routes ne venaient pas. Et maintenant, ces fonds, qu'est-ce qu'on devait en faire? Quelque part, dilapider. Quelque part, les policiers ont commencé à se servir sur le FONER, sur le fonds du FONER. Entre-temps, il y avait des routes à réhabiliter. Le mal a commencé déjà. Le mal a commencé dès la création. Dès la création, parce que le FONER, dans sa conception, c'était en fait un soutien à tout ce qu'on a conclu avec les Chinois. Et parce que les Chinois tardaient à construire, il fallait trouver quand même une mission pour utiliser les fonds du FONER. C'est pourquoi on s'est dit, bon, on a quand même un réseau qui existe. Un réseau qui est délabré. Maintenant, bon, allez maintenant commencer à les réhabiliter. Or, le FONER, dans sa conception originelle, ce n'était pas une structure qui était là pour réhabiliter. C'est pour entretenir ce qui existe. Et ce qui existe dans un état relativement bon. Donc une désorientation déjà au départ. Déjà au départ, on a pratiquement désorienté l'objectif du FONER. Mais maintenant... Mais après, l'entreprise... Évidemment, il y a eu des flottements. Bon, ce n'est qu'après, on s'est ressaisi, on a réorganisé. Je crois que c'était en 2009, quand on a reçu les décrets qui les créent. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait nécessité à ce qu'on puisse recadrer un peu. On a déplacé le FONER de la présidence vers le ministère des Infrastructures, tout en changeant son statut en un établissement public. Mais aujourd'hui, si on se plaint que le FONER avec ses maigres moyens, c'est comme si vous demandez un peu trop à une poule, mais il vous pond 2 œufs. Vous voulez qu'il commence à vous en pondre 10. Mais ce n'est pas dans sa capacité quand même. Il serait étouffé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'État, vous rappelez ce que... Parce que les gens oublient que le FONER n'existe pas depuis 30 ans, c'est depuis 2008. Qu'est-ce qui s'est passé avant 2008? Comment l'État fonctionnait, comment l'État finançait ses infrastructures avant 2008? Il n'entretenait pas, c'est pourquoi les routes... Comment l'État entretenait ses routes avant 2008? Il n'entretenait pas. Et pour répondre à cette question, vous vous rappelez que chez nous, on était habitués... On va vous répondre. On était habitués, quand vous voulez construire une route, quand vous voulez construire une route, vous allez frapper à la porte de la Banque mondiale, de la BAD, des partenaires extérieurs. La route Kinshasa qui quitte, tout le monde le sait, c'était financé par l'Union européenne. Et la BAD. La réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi, c'était financé par la Banque mondiale. Tout le monde le sait. C'était dans nos habitudes. C'était dans nos habitudes. Les partenaires viennent, ils réhabilitent, à défaut ils construisent, et nous on croise les bras. Mais après on s'est rendu compte... Et ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent avec tout ce qu'il y avait comme opération, retour, ainsi de suite. Mais quand on signe quand on arrive en 2008 et que Kabila se retrouve devant un fait, il n'a pas d'argent pour répondre à sa promesse de campagne. Il va frapper à la porte des Chinois, et avec le contrat chinois. Maintenant, on met en place cette structure, le FONER. Mais le grand problème, c'est que chez nous, vous constaterez que l'État, si on interroge l'histoire, l'État a peur de composer avec les privés. C'est pourquoi Diane a dit tout à l'heure, il a parlé tout à l'heure de financement innovant, ce que Bouanali avait déjà soulevé avant. Moi, je prends l'exemple de 2 capitales africaines que j'ai visitées, par exemple. Vous savez, quand vous arrivez à Nairobi, avant quand vous arrivez à Nairobi, pour aller à l'aéroport, il y avait un embouteillage fou. Le gouvernement kenyan a conclu un partenariat avec des privés. Ils ont construit une route à péage. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez quitter le centre-ville de Nairobi pour arriver à l'aéroport Jomo Kenyatta. Au bout de 30 minutes, vous êtes déjà là. Exactement. Si vous quittez Nairobi, vous allez par exemple à Abidjan. Abidjan, sur la route de l'aéroport, il y avait des embouteillages fous parce qu'il fallait traverser les quartiers d'Adjamé, le Pougon, tout ça, ainsi de suite. Ils ont construit une route à péage.
Mais chez nous, parce que l'État congolais sait qu'il a affamé son peuple. Aujourd'hui, si vous construisez une route à péage vers l'aéroport de Ndjili, vous dites non, pour emprunter cette route-là, vous devez payer. Péage, oui, mais... Alors que c'est les genres de financement que nous avons besoin. Exact. Parce qu'on ne peut pas continuer à étouffer les fonds. C'est avec ça qu'on peut continuer à étouffer les fonds. Parce qu'aujourd'hui, bien on l'a souligné tout à l'heure, les déficits, les gaps pour les fonds, c'est à peu près 700 millions de dollars. À peu près 700. À peu près 700, si on compte également les avances. Disons au-delà de 600 millions. Au-delà des 600 millions. Mais le fonds en soi ne peut mobiliser que 150 millions. Le pauvre. Pour l'instant. Pour le pauvre. D'abord, même sur les 150 millions là, alors que dans les statuts qui créent les fonds, vous leur avez dit non, dans ce que vous mobilisez, vous devez aussi prévoir les frais de fonctionnement. Mais même dans les frais de fonctionnement là, que la loi leur accorde, vous allez encore ponctionner. Très bien. Au-delà des fonds qui sont destinés à l'entretien, vous dites non. L'entretien, on estime que c'est trop petit. Il faut maintenant commencer à réhabiliter. Alors, Amédée, moi, j'aimerais qu'on parle de ces actions menées par le Front. Gardi a dit, au-delà du fait que l'argent mobilisé n'était pas à la hauteur, mais il y a eu quand même quelques actions significatives. Parlons en 2024. Quelle a été la valeur ajoutée du FONER? Quelles ont été les interventions faites? Bon, parmi les interventions ou bien le dynamisme du FONER, ce que j'ai noté, c'est que, sachant que les autres structures, notamment l'OVD et l'Office des routes, devraient faire le monitoring au fait, du réseau routier. Pour le monitoring, c'est très important. C'est là que vous savez que la route commence à se dégrader, qu'il faut intervenir ou pas. Anticipativement. Voilà, anticipativement. Puisque ce qu'il faut, l'entretien doit être préventif, au fait. C'est pour prévenir à ce que la route ne puisse pas se dégrader. Alors, les institutions qui sont habilitées à faire ces monitorings-là, en principe, ce n'est pas le FONER. C'est l'Office des routes pour les routes qui sont de son ressort. C'est l'OVD pour les routes qui sont de son ressort et aussi l'OVDA. Mais également le BTC, le Bureau technique de contrôle. Voilà, et les bureaux, voilà. Mais c'est fait que ces institutions-là ne remplissent pas ces rôles. Alors, qu'est-ce que le FONER a fait? Il a aidé ces institutions-là à faire ce monitoring-là. Alors que ce n'était pas, c'est pas sa mission. Il devait, s'arrêter à l'entretien. Voilà, il devait s'arrêter à l'entretien. Il a constitué les datas pour l'évaluation de route et savoir permettre à l'État de pouvoir maîtriser le réseau routier et les zones d'intervention. Très bien. Voilà. Et pour ça, il a créé, il a mandaté plus ou moins 7 ingénieurs pour cette tâche, pour être toujours avec l'OVD, avec l'Office des routes, pour faire ce monitoring-là, qui n'est pas de son ressort, mais il a fait parce qu'il veut continuer à bien remplir sa mission. Ça, c'est quelque chose de très important que j'ai noté. Très bien. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de ressources actives de financement du FONER. Il y en a combien prévu par la loi et combien jusqu'ici marche? Bon, j'ai constitué la loi numéro 04/015 du 16 juillet 2004, que Faustin doit normalement connaître, sur les actes générateurs des recettes, gérés par la Direction générale des recettes administratives, domaniales, des participations du GERAT. Et selon cette loi, on énumère 7 sources de revenus pour le Fonds national d'entretien routier. Vous avez les redevances prélevées sur les lubrifiants et carburants terrestres. Actifs ou pas actifs? Voilà, dont l'essence, actif. Actifs, voilà. Dont l'essence, les gasoils et les gaz liquéfiés. Vous avez les différents... Ce qui est passé de 100 à 10%, voilà, à 10 $. C'est ce qui est passé de 100 à moins de 5 $, et puis on tente à 10 $ par mètre cube. Les rehausser vers 10 $. Chute spectaculaire. Vous avez les deuxièmes revenus, c'est les droits des péages. Les troisièmes revenus actifs. Moins actifs. Vous avez les redevances liées à l'exploitation des différents postes de péage que nous avons sur toute l'étendue du territoire national, géré par exemple par une entreprise dénommée Sopeco, Société des péages du Congo. Vous avez comme quatrième revenu les redevances sur les charges à l'essier et les pénalités diverses pour dépassement des charges, dommages
causer sur les ouvrages d'art d'intérêt national, provincial et local. Par exemple, quand il y a effondrement d'un pont, vous devez payer pour ces faits-là, pour cet accident-là. Actif ou pas actif? Pas actif. Pas actif. Vous avez les 5e revenus, les allocations budgétaires de l'État, qui sont irrégulières. Non, pas irrégulières. Il n'y en a même inactif. pas. Ah, voilà. 0-0. Même dans les budgets 2025. Au contraire, c'est l'État qui fonctionne. Même dans l'exercice, la loi des finances 2025, rien de rien. Ça a été relevé ici. C'est l'État qui va fonctionner dans par les amis. Ça a été relevé ici. Au lieu que l'État donne des moyens aux FONER, c'est l'État maintenant qui vient ponctionner dans les maigres moyens, les budgets de moins de 150 millions de dollars. Et donc l'État qui tue le FONER. Qui appauvrit en fait affaiblit les FONER et qui demande aux FONER de répondre valablement à ces missions et de une chose et son contraire. Voilà. 6e revenu, vous avez dons, legs et avances ou emprunts divers. Et Diana, j'ai aimé son intervention quand il a évoqué l'affaire BGFI Bank, où on avait stoppé net la démarche consistant à aller... Et donc les textes autorisent aux FONER de... L'emprunt. La loi autorise aux FONER de faire un emprunt et les FONER étaient tout proches de décrocher 500 millions de dollars de la banque BGFI. Stoppé par l'inspection générale des finances. Et ça crée des problèmes entre les ministères des Finances et les ministères des Infrastructures et Travaux publics. La dernière source de revenus, ce sont les contributions des bailleurs des fonds. Bon, je ne sais pas, elles viennent à compte-gouttes. Faustin l'a dit, l'institution FONER, l'établissement public, a été créé en 2008. Quand vous faites les calculs, Zoom Eco, c'est aussi l'économie quantitative. De 2024 à 2008, vous avez 16 ans. En 16 ans, je ne pense pas que les FONER aient beaucoup d'argent venant des partenaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est par miracle que le FONER dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou la BADEA? Puisqu'on sent qu'il y a encore de verrous dans ces différentes ressources. Mais il y a d'autres moyens qui pouvaient figurer dans cette loi pour permettre aux FONER d'avoir plus de moyens. On va en parler dans les suggestions. Plus de 150 millions de dollars. Est-ce que c'est par miracle que les FONER tiennent encore debout? On pourrait le dire. C'est pourquoi moi j'insiste et je dis que le gouvernement, en tout cas les ministres des tutelles, ils doivent être souples. Ils doivent être souples aux innovations, ils doivent être souples aux réformes pour permettre à ce que les institutions qui sont sous leur tutelle puissent prospérer, puissent se développer. Il y a un besoin. Nous devons avoir de bonnes routes et des routes qui soient bien entretenues. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Mais alors, laissez aux institutions comme le FONER de tenter d'avoir cette autonomie financière, voilà. de tenter l'autonomie de gestion, par exemple. Voilà, d'avoir de pouvoir tenter. Nous avons vu sur d'autres cieux, Gardidiana, des différentes structures, un peu à l'instar du FONER, commencer par de fonds et devenir par la suite de banques, carrément de finances. En fait, dans la forme, le FONER aussi est une banque. De banques financières qui ont servi. Mais le problème, c'est qu'ailleurs, on est dans les fonds routiers. Qu'est-ce qui empêche que ça soit le cas pour le FONER? Mais je crois que c'est question de réforme. Je crois que la direction générale aujourd'hui travaille déjà. Il y a des consultants qui sont arrivés pour préparer, travailler sur cette réforme-là et proposer acquis des droits. Question de voir comment évoluer. Mais là où il y a le bonheur, c'est que ce qu'on ne sait pas, en transformant le FONER en fonds routier, il y a autant de ressources additionnelles, notamment des ressources qui peuvent provenir des financements sur le climat. Parce qu'aujourd'hui, on va vers l'écologie avec les ressources propres. Beaucoup des républiques, notamment la Côte d'Ivoire, qui ont fait évoluer leur structure, captent un peu plus que ça, et même dans notre contexte. Mais permets-moi de revenir sur un élément, par exemple, quand Amédée évoquait. Le miracle du FONER aujourd'hui naît du fait que, tenant compte du contexte tel que Faustin l'avait évoqué, le management commence à évoluer. Depuis fin 2022, au-delà du data que le FONER s'est constitué pour la maîtrise du réseau routier, notamment en termes de monitoring, il y a le management qui a permis, avant, les mécanismes d'intervention de ces structures, c'était, il y a un besoin, ils viennent, ils demandent et ils vont le faire. Mais aujourd'hui, il y a des programmes d'entretien routier où chacun présente sous forme d'un budget
chronogrammée qui permet au FONER de pouvoir se projeter et anticiper le besoin. Comme ça, de manière ordonnée. S'il y a des questions d'urgence, ça veut dire que c'est des ressources supplémentaires. On sait comment coordonner, ce qui fait que ça facilite le travail en termes de gouvernance et de management. Et pour moi, ce sont les deux éléments essentiels qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, au lieu d'être disparates, autrefois, on a créé cette structure pour venir entretenir des routes qu'on attendait des autres. On s'est rendu compte qu'avec les années, avec la maîtrise, cette institution a prouvé de quoi elle était capable pour centraliser les efforts du gouvernement dans la gestion de routes. Aujourd'hui, il devient plus que nécessaire parce que même sur le plan de forme administrative, faire évoluer le mandat du FONER lui permettra de récupérer plus de ressources. D'abord, de 1, ça lui permettra d'avoir le moyen de pouvoir intervenir sur terrain et une gestion concomitante avec la DGDA qui collecte de l'argent pour le FONER. À ce niveau-là, il y aura moins de coulage, parce que quand on parle du coulage, aujourd'hui on parle de péage, les provinces se sont accaparées des ressources du FONER. Et le FONER n'a pas le moyen de pouvoir s'imposer à ce niveau-là parce que ces fonds sont collectés par une autre institution. Or, en tant que fonds, il aura la possibilité d'intégrer la synergie des mobilisateurs sur terrain pour veiller sur ses propres intérêts. Et au-delà de ça, il y a autant de ressources d'autres que le FONER aura pour pouvoir mobiliser et répondre aux vrais besoins. Donc en gros, pour chuter, aujourd'hui le FONER améliore son engagement et l'État, comme d'habitude, quand on améliore la gestion de l'entreprise et qu'on commence à mieux mobiliser, l'État en trouve au FONER une manne pour répondre à ces autres projets. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez dans le projet BFI Bank, qui devrait mobiliser l'argent pour le FONER, au lieu de prendre directement, s'engager sur un fonds de 500 millions de dollars américains, le FONER dit, si l'État congolais sait que j'ai 500 millions dans mes caisses, ils viendront le ponctionner pour autre chose. On est parti sur un programme chronométré d'abord de 200 millions de dollars américains. Sur base des résultats, après, ils vont contracter un deuxième prêt pour pouvoir éviter que l'État vienne chercher de l'argent dans ce caisse. Donc, malheureusement, moi, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, non, je pense que si l'État congolais est sérieux, je crois qu'il y avait des considérations. Le FONER s'est justifié, en fait pas s'est justifié, a présenté ses moyens dans une réunion d'évaluation avec l'IGF. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas de honte ici à revenir, à permettre au FONER de continuer le processus qu'il avait commencé parce qu'on a besoin des moyens. C'est la République qui gagne. Et l'État n'en a pas pour permettre au FONER de répondre, surtout quand le chef de l'État fait des infrastructures routières une priorité de priorité. Il faut permettre au FONER d'avoir le moyen de cette politique. Très bien. Monsieur Faustin. Moi, je voudrais, bon, évidemment, tout a été dit sur les sources de financement. J'ai été impressionné par l'énumération de Bouanali. Il nous a cité, je crois, 6 sources de financement. 7. Il y en a 7. Mais malheureusement, il n'y a qu'une qui fonctionne. Une seule. Une seule. C'est laquelle? C'est les redevances sur le carburant et l'impression. Qui contribue à... Mais avec le péage, ça à 95%. Avec le péage, non, le péage, c'est... Le péage constitue 5%. Le péage, même pas 5%. Bon, 5% à minima, évidemment. Oui, mais ça fonctionne mais les 95%, c'est les redevances sur le carburant et les lubrifiants. Qu'on a réduit. Et en plus, il faudrait encore plus souligner que même si les redevances sur le carburant, il y a une disparité. Parce qu'on perçoit à l'ouest, c'est pas ce qu'on perçoit à l'ouest. C'est qu'on perçoit à l'est. Ça occasionne un peu de... Mais et dans tout ça, les FONER tirent la plus grande partie de ses revenus de 2 provinces. Vous l'avez la Grande Orientale. Et même là-bas, il y a des créances qui sont en souffrance. Maintenant, il se trouve que dans ces 2 grandes parties du pays, il y a beaucoup de créances. En plus de disparités, beaucoup de créances en souffrance. Et aussi beaucoup de fraude, on en parle de fraude. Voilà. Mais je voudrais juste, parce que tout a été dit sur le financement, même Diane est allée même au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, jusqu'à traiter l'État de moins sérieux. Il porte la responsabilité de ce propos. En tout cas, mais moi je voudrais avec des mots potables. Moi je voudrais insister sur un point. Vous savez, dans la séquence en termes d'infrastructure routière, en fait, il y a 3 axes, ou trois auteurs qui interviennent au niveau des 3 piliers principaux. Il y a un acteur qui doit construire, il y a un autre qui doit réhabiliter, et puis il y a un dernier qui doit entretenir. Maintenant, par rapport à ces 3-là, où on situe exactement le FONER? Le FONER se trouve en fait en aval. On suppose qu'il y a quelqu'un qui a construit, il y a quelqu'un qui se charge de la réhabilitation, et un autre qui va entretenir. C'est que le FONER a été créé pour intervenir en aval. Vous l'avez dit.
Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on a évolué, parce qu'on a senti que là-bas, au moins, on peut trouver de l'argent, on s'est dit, non. Toi, il faut maintenant t'étendre même à la réhabilitation, même au-delà même jusqu'à la construction. C'est ça les risques. C'est pourquoi il faut... Des fois, ces fonds se transforment c'est pourquoi une société de construction. C'est pourquoi je reviens sur ce que Diane a dit, même si je ne vais pas employer son terme. Il faut que chaque acteur s'assume. Il faut que celui qui doit construire fasse exactement son travail. Il faut que celui qui doit réhabiliter le fasse aussi. Pour que celui qui est censé entretenir ne soit pas étouffé. Et de quoi la bâtir. Parce que les législateurs, celui qui a eu l'ingénieuse idée de créer le FONER, en tout cas, je ne pense pas qu'il imaginait que le FONER allait au fil du temps commencer à réhabiliter les routes. Il se disait, je suppose qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour construire et réhabiliter, mais le FONER, avec les moyens qui seront mis à sa disposition, il sera en mesure d'entretenir. Mais maintenant, avec l'État, on se dit non. Toi, tu ne peux pas te limiter à entretenir. Il faut aussi commencer à réhabiliter. Tu le fais bien. Malheureusement, tu as plus de moyens. Malheureusement, on l'étouffe. Malheureusement, on l'étouffe. C'est pourquoi il faut insister sur les deux premiers axes. Il faut que l'État congolais, qui doit assurer le bon fonctionnement des institutions. Je ne suis pas dans la politique, on est dans les infrastructures. Il faut que l'État congolais imagine, parce que le terme est en vogue actuellement, des moyens de financement innovants pour construire. Parce que même si on parle de réhabilitation, tout à l'heure on a parlé de 150 km de routes, de réseaux routiers. Vous savez que ces 150 km-là, c'est hérité de la colonisation. Mais l'État a imaginé des moyens de financement innovants avec ce qu'on doit se dire. Parce que tous les débats, quand vous parlez des infrastructures routières, assistez à n'importe quel débat dans n'importe quel forum, les chiffres moyens, c'est 150 km. Et les 150 km-là, ce sont des statistiques de 1960. C'est que l'État congolais n'a jamais construit. Si on arrive à 155, c'est parce qu'on ajoute les 5000 km de routes bitumées ou asphaltées. Ça donne les 155. Et même dans les 150, là, en réalité, nous avons 150 000 km de routes en terre. Il y a à peine 2% qui sont revêtus, de routes revêtues dans les sens. Donc, à peu près, Amédée l'a souligné, c'est 3000. Et même les 3000 là, même si c'est 2% qui est revêtu, mais c'est encore des petites routes avec des nids de poules ainsi à gauche à droite. C'est qu'il faut quelque part. Vous savez, chez nous, on a la manie de créer une structure et on s'arrange pour par après l'affaiblir. Et c'est ce qui se passe exactement avec le FONER. Comme on s'est rendu compte que c'est la poule aux œufs d'or, là on peut puiser facilement. Ce qui nous tue dans ces pays, c'est, Amédée se rappelle de ces termes-là, c'est la politique de la cueillette. On sait que là on peut prendre facilement. On sait que si on a besoin d'argent, FONER en a. Si on va là-bas, on va trouver. Est-ce que la question... Malheureusement, si vous pouvez m'aider à terminer, oui. Malheureusement, en cherchant à affaiblir le FONER, tout en retardant son processus de réforme, on est en train de désarticuler tous les plans d'infrastructure du pays. C'est que finalement, on doit arriver à ce que Diane a évoqué tout à l'heure là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse muter le FONER d'un fonds d'entretien routier à un fonds routier qui va fonctionner comme une vraie banque de développement, mais totalement orientée vers les infrastructures routières. Est-ce qu'en renforçant le FONER, on peut dire que c'est la clé pour justement cette question liée aux... Donc c'est la clé, c'est la clé pour combler tous les trois axes qu'ils ont évoqués là. Ouais. Construire, revoir le texte. Construire, réhabiliter et entretenir. Vous ne savez pas vous limiter à l'entretien si vous ne savez pas construire et réhabiliter. C'est qu'il faut maintenant mettre en place une structure qui va gérer tous les trois axes, qui sera en mesure de construire, qui sera en mesure de réhabiliter. Moi, mais le grand problème, c'est qu'il ne faut pas oublier toutes les réformes qui doivent être engagées. Je crois que Gardier est revenu sur ça. C'est cette juxtaposition et même télescopage entre les prérogatives des provinces et du gouvernement central, ainsi de suite. Il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Qu'on sache exactement qui doit faire quoi. Très bien. Gardier Diana, rapidement. Oui, parce que... oui, en termes de précision, je voulais évoquer quand il parlait de questions de FONER aujourd'hui. Le FONER, quand il s'agit de ces trois volets, la construction, la réhabilitation, l'entretien, la dimension technique est gérée par des structures connues qui ont des compétences. Certains pour de routes à intérêt national, c'est-à-dire que c'est l'office de route et autres. Mais dans le fond, aujourd'hui, on se rend finalement compte
que dans ces orientations-là, le FONER ne contrôle pas. Non, le FONER commence à devenir le lit sur quoi le gouvernement se repose et abandonne presque certaines de ses responsabilités. Gardez encore Clément. C'est-à-dire le FONER devient le principal financier de l'Office de route et de l'OVD et de l'OVDA. Bon, cette fois-ci, il a été... Maintenant, pourquoi ne pas le mettre ensemble la même seule que moi. La meilleure chose à faire aujourd'hui pour centraliser, il faut le lui donner. Et surtout, le management actuel a prouvé à suffisance qu'avec la possibilité d'aller chercher les ressources, ils ont le moyen et l'intelligence de pouvoir accroître les ressources et la mobilisation pour répondre à ces exigences. Je voudrais rebondir sur ça, le moyen et l'intelligence à récupérer ces ressources, la capacité de mobilisation aujourd'hui, avec toute la fraude qu'il y a pratiquement dans les provinces citées par des données. Est-ce que le FONER a la technologie qu'il faut, le moyen technique qu'il faut pour être à même de capter tous ces fonds qui sont un peu dilapidés, notamment avec ce qui se constate en termes de fraude et le reste? Tout à fait. Le FONER a cette expertise-là et je crois... Quand on regarde il y a quand même fuite de capitaux, on le dit. Oui, mais est-ce que, par exemple, ça concerne la fraude sur la redevance pétrolière là. Mais quand les carburants passent par l'OUFOU sans passer par les circuits officiels, mais comment taxer ces carburants-là? Il y a des structures habilitées pour ça. Ce n'est pas le FONER qui va aller traquer ces fraudeurs-là pour qu'ils puissent retirer ces redevances. Il faut réfléchir à une sorte de jumelage. Jumelage, je ne sais pas. Dans la gestion. Je crois qu'il y a toujours en tout cas, il y a toujours une institution habilitée à faire telle ou telle autre tâche. Et ça, le problème, c'est que il y a certaines institutions, comme on l'a dit ici, qui ne remplissent pas leur mission. En fait, j'aimerais revenir et insister sur une chose. Puisque là, vous voyez que, avec ce que Faustin a dit et Diana, vous voyez que c'est comme si nous faisons un pas et puis nous reculons de 2 pas. Avec, que ce soit ces contrats que le FONER allait passer avec la BGFIBank, vous voyez qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas eu magouille. De la même façon, avec le contrat que... La banque, c'est BFIBank. BFI, avec BFIBank. Voilà. De la même façon qu'il y a eu la brouille à ce qui concerne l'ARENA de Kinshasa, à ce qui concerne les centres financiers. Mais pendant 6 mois, ces ouvrages se sont arrêtés. On a crié qu'il y aurait magouille et tout. Mais après, tout le monde, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a eu magouille. Ouais. Tout le monde sait que la situation qui était dite avant, c'est la même aujourd'hui. Le budget reconnu et sur lequel on a passé, on a signé, par exemple l'ARENA, ça reste 104 millions de dollars. Mais pourquoi a-t-on perdu 6 mois pour rien? Et donc, et voilà. Et donc, ça retarde le pays. Peut-être cet ouvrage-là, on l'aurait inauguré dans 2-3 mois. Non seulement ça, la finale de la CAN, handball, pouvait se jouer dans l'ARENA parce qu'on nous avait promis que l'inauguration aura lieu en décembre 2024. Et voilà. Très bien. Alors, une question tour de table. Comment faire aujourd'hui pour renforcer et relancer le FONER? Que doit faire le gouvernement exactement? Chacun a 1 minute. Je peux commencer? Oui, allez-y. Il faut réformer. En faisant quoi exactement? Réformer, c'est non, il faut changer de texte. Il faut changer de texte. En apportant quoi de nouveau? Parce que vous voulez que le FONER fasse plus que c'est pourquoi il a été créé. Il faut lui donner le moyen. Et la meilleure façon de lui donner le moyen, c'est de changer les cadres juridiques. On ne peut pas aller par 4 chemins. Parce que le fonds a été créé pour l'entretien. Vous lui dites non, maintenant il faut réhabiliter. Et même après, il faut construire. Il faut maintenant lui donner le moyen. Et pour lui donner le moyen, le FONER ne peut fonctionner que dans un cadre juridique. Parce qu'on n'est pas dans la jungle. Parce que c'est la principale source de financement, au-delà de 7 que Boanali a cité. Il y en a beaucoup. Il faut maintenant lui donner le moyen. Et si le gouvernement n'est pas même... Est-ce que vous pouvez comprendre, Guy, que les FONER, par rapport à tout ce qu'il y a comme engin dans les secteurs miniers, là, les FONER ne perçoivent aucune redevance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut élargir. Il faut élargir. Même au niveau des routes concédées. Il y a certaines routes qui sont concédées sur lesquelles le FONER n'a aucun droit. Il faut élargir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une structure comme le FONER ne fonctionne que sur les redevances sur les carburants et les lubrifiants. D'abord, les redevances sur les carburants, là, vous savez que les carburants, c'est une matière très sensible. Très sensible. Donc, on peut dire aujourd'hui, quand vous consultez la grille tarifaire là,
du prix du carburant à la pompe, la rubrique consacrée au FONER, il est presque stable. Et dernièrement, quand le ministère de l'économie a baissé le prix du carburant à la pompe, il y a des rubriques qui ont été retouchées. Heureusement qu'on n'a pas touché le FONER. Parce qu'il était déjà au fond. Il vient de parce que le FONER avait déjà atteint les minima. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas asseoir la survie d'une structure comme le FONER sur lesquelles celle redevant sur le carburant ou les lubrifiants. Parce que c'est une matière très sensible. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire non, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la redevance qui est perçue dans la partie ouest, on ne sait pas comprendre pourquoi c'est différent. C'est dans la fourchette de 10 à 100 $, on ne peut pas comprendre. Mais il faut uniformiser. Mais la crainte, c'est que le FONER ploie sous le poids des calculs politiques. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire non, voilà, à l'Ouest, bon, désormais, on va vous donner 100 $ par mètre cube. On s'est dit, mais si on donne 100 $ à mètre, si on rehausse de 10 à 100 $ à mètre cube, c'est que ça va avoir des répercussions sur le prix du carburant à la pompe. Et si vous retouchez le carburant à la pompe, vous savez tout ce qu'il y a comme conséquence. C'est qu'on ne peut pas, par des calculs politiques, condamner une structure à subir un poids qui n'est pas... Est-ce que le FONER ne peut pas s'autodonner de moyens de mobilisation de fonds? Non, mais le FONER a plusieurs moyens de pouvoir mobiliser en dehors de quelques ressources citées. En dehors de ce qui a été cité. En dehors de sa ressource principale, c'est-à-dire la redevance sur le carburant terrestre. Il y en a 7, mais je crois que dans les 7, il y a une seule ressource très active, c'est ce dont on vient d'évoquer. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un travail, pour moi, les prioritaires qui ne nécessitent pas de moyens. Il faut que le Parlement permette au FONER d'avoir le moyen de recouvrir ses créances. Parce que quand ce Parlement a donné au FONER l'assignation de 210 millions, c'était également en comptabilisant ces ressources-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre une structure en difficulté pour des choses que vous pouvez faire mais que vous n'avez pas réalisées. C'est des créances, il faut trouver un moyen de faire payer pour permettre au FONER. Là, c'est à court terme. Si, je suis maintenant, dans le long terme. Dans le long terme, maintenant, je suis d'accord, il faut répartir, il faut faire en sorte de veiller sur les intérêts. Il faut que le FONER arrive à recouvrir notamment ses droits de péage qui souvent se retrouvent dans les intérêts des provinces qui ne permettent pas au FONER de faire le travail. Pourtant, ce sont les mêmes provinces qui prennent l'argent, mais qui reviennent vers le FONER pour dire il y a telle priorité, faire des demandes, des engagements pour l'entretien, parfois la réhabilitation, même la construction de certaines routes. C'est paradoxal. Donc, mais dans le fond, je crois qu'au regard du contexte, puisque ce management se montre un peu plus large, un peu plus intelligent dans la capacité de mobilisation, donnons au FONER plus de marge, essayons de reformer ce FONER-là pour lui permettre d'avoir un peu plus de pouvoir et d'autonomie et répondre directement à différentes questions. Oui, je crois qu'au regard de toutes ces analyses qui ont été faites ici, le développement du FONER, en tout cas, passe par cette réforme, en tout cas pour laquelle le staff dirigeant du FONER tient, c'est de faire en sorte que cette institution devienne un fonds de troisième génération. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. C'est une réforme que le gouvernement doit acter et les législateurs doivent changer les statuts de cette institution de manière à lui permettre à remplir totalement ses missions. C'est-à-dire que nous avons le besoin, comme je l'ai dit, en tout cas, la RDC, au fait, de toute façon, les infrastructures, c'est un élément indispensable pour le développement du pays. Alors, dès lors qu'on ne met pas le sérieux à ce qui concerne ces infrastructures-là, moi, je ne vois pas comment le pays va décoller. Donc, les FONER, c'est un élément important pour le développement du pays. Et la clé maîtresse pour justement, la relance du secteur des infrastructures. C'est pourquoi les routes font partie des 4 factures qui permettraient ce pays de décoller effectivement. Et donc, le chef de l'État, c'est ma question... On va faire pour finir, pas de géant. Dieudonné, le chef de l'État doit... La question, le chef de l'État doit muser sur le FONER pour réussir sa promesse de la deuxième là où la route passe, mandature. Le développement suit. Je pense, au regard de ce que mes prédécesseurs ont dit, je ne peux qu'ajouter ceci. Il faut permettre aussi au FONER de bénéficier, comme l'État le fait avec la générale des carrières des mines, la GECAMINE, des royalties. Je m'explique. Tout le monde ici a été unanime que les réseaux routiers nationaux sont gérés par les FONER. Donc, toutes les entreprises de construction des routes
travaille sur les terrains des FONER. Je pense qu'on doit introduire des royalties comme une nouvelle source de financement pour les FONER. On ne peut pas laisser, par exemple, au groupement d'entreprises chinois de travailler sur toute l'étendue du territoire national, sur les terrains du FONER, et de ne rien payer aux FONER. Ça, c'est de 1. De 2, aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. Les hydrocarbures, ce sont des énergies fossiles. Ce sont des matières épuisables. Tout le monde a constaté que sur les 7 revenus du FONER, nous avons qu'un qui fonctionne convenablement et qui fournit plus de 80% des moyens. Imaginez demain, notre gouvernement adopte, emboîte les pas aux autres nations, à d'autres pays, que désormais, nous n'allons plus importer, acheter, ou vous n'allez plus vendre des véhicules qui fonctionnent avec les carburants. Maintenant, c'est l'avènement des voitures électriques. Quel sera le FONER maintenant à ce moment-là? Le FONER va disparaître. C'est pour cela que j'épouse l'idée de Faustin qui dit, par exemple, que dans les Grands Katanga et dans d'autres régions minières du pays, vous avez des engins lourds. Plus de 100 000 camions poids lourds qui circulent sur les réseaux routiers nationaux et il n'y a aucun droit qui est payé. Voilà, c'est les sites d'exploitation. Et qui amortissent même les terrains. Les terrains. Et il n'y a aucun droit. Et en retour, on ne paye aucune taxe. Voilà, au FONER. Aucune rédaction. Bon, aux États-Unis, on dit les idées se vendent, mais nous sommes des patriotes. Nous aidons cet établissement public à trouver des sources de financement innovants pour multiplier l'actuel budget, pourquoi pas par 4, par 5, par 6, et avoir les moyens de sa politique. Merci beaucoup. Vous savez Guy, je vais juste te dire un petit mot. Vous savez, l'avantage du FONER, c'est que dans ces pays, on était habitué à financer nos routes par des ressources extérieures. Au moins, avec les FONER, on s'est rendu compte qu'on peut bien, à partir de l'intérieur, trouver des fonds pour entretenir nos propres routes. C'est que maintenant, 16 ans après, il faut juste affiner cette pensée-là, lui donner beaucoup plus de consistance. Et pour lui donner beaucoup plus de consistance, c'est qu'il faut donner beaucoup plus de moyens au FONER. Et pour donner beaucoup plus de moyens au FONER, il faut élargir son cadre juridique. Il faut aussi arrêter l'acharnement sur les actuels dirigeants parce qu'au regard de nos analyses, tout le monde a compris que le problème est ailleurs. Très bien, merci beaucoup à vous. Que l'État laisse le FONER respirer, vivre de ses moyens. Merci beaucoup. C'était donc ce plateau Retro. Nous avons parlé infrastructures, principalement les infrastructures routières. Alors oui, vous avez entendu, vous avez compris qu'il y a beaucoup à faire. Mais aussi, nous avons défini le rôle. Nous avons fait une sorte de projection pour parler du FONER, cette structure aujourd'hui incontournable qui est en train de s'affaiblir. Quelles ont été les raisons? Vous avez entendu. Chacun de nous a donné son point de vue. La suite, ça sera sans doute plutôt au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.